Il est 9h21 ce matin, on va revenir sur la Bretagne au cœur aux éditions du Rocher avec Patrick Poivre d'Arvor. Bonjour, journaliste, Bonjour. critique littéraire. Vive les livres sur CNews. Il y a aussi une émission sur France 5 qui s'appelle Une maison, un artiste. C'est ça. Alors, avant de parler justement de la Bretagne, Patrick, on va porter un regard quand même sur notre société en fait aujourd'hui. Parce que quand vous écrivez « Je ne suis jamais aussi heureux qu'au fond de mon jardin de Trégastel, dans une cabane en bois à hauteur, là, 10 mètres, je crois, entre 15 mètres. 15 mètres. Prendre de la hauteur. Est-ce que vous voulez dire par là que plus que jamais aujourd'hui, avec tout ce que l'on connaît, on a besoin de lieux de refuge et puis d'un retour un peu aux racines aussi? Oui, d'abord, on s'en est beaucoup rendu compte pendant le confinement. Ouais. Beaucoup de gens qui sont allés sur leur lieu, sur soit là où ils habitaient, soit ils avaient une résidence secondaire, soit chez des amis. Donc il y avait déjà ce goût qui est revenu. Puis les gens se sont rendus compte quand même que la vie y était normale, contrairement aux mégapoles et singulièrement Paris et sa grande couronne. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, c'est vrai, ça va, c'est clair. On vit dans une vie très agressive, les vélos contre les deux roues contre les quatre roues, les piétons contre tout le monde. Bref, c'est assez difficile et les gens ont besoin de souffler, respirer le bon air de la Bretagne, par exemple. Mais il n'y a pas que la Bretagne. Non, il n'y a pas que la Bretagne, mais il y a besoin de ça. Et puis quelque part aussi, c'est aller, si vous dites la Bretagne au cœur, c'est quand même que vous allez vers des racines, l'importance de savoir d'où on vient, ou très en tout cas ce qui nous appartient, quoi. C'est ça. C'est très important, y compris pour des gens qui n'ont pas de racines officielles. Alors oui, voilà. C'est ça. On va rechercher des ancêtres, et je trouve ça très beau, parce que cette transmission, c'est ça qui nous a fait, tous ces aïeuls. La plupart de nos aïeuls, d'ailleurs, étaient paysans. On a perdu cette culture paysanne, et c'est bien regrettable, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas un rapport normal avec la nature, on n'a pas un rapport normal avec les êtres, avec le sommeil, avec milliards de choses. Donc, je trouve ça utile. Et singulièrement, moi, me concernant, je suis né à Reims. Oui, vous n'êtes pas breton. La Bretagne. Et ben, j'avais besoin d'aller au cœur de ma Bretagne, celle que mon père m'avait transmise. Lui, il est né à Paris aussi. Vous voyez, il est déjà aussi un déraciné. Et ma mère, elle, est née à Nantes. Et officiellement, Nantes ne fait pas partie de la Bretagne pour notre plus grande âme. Oui, bon, c'est vrai. Justement, la maire de Nantes, aujourd'hui, a décidé de mettre le drapeau breton sur la mairie. Et elle a raison. Franchement, la plupart des gens de Nantes et de Loire-Atlantique, en tout cas toute la partie nord, au-dessus de la Loire, s'estiment bretons. Il n'y a pas de problème. Le château des Ducs de Bretagne, il est à Nantes. Oui, et pourquoi vous aimez cette Bretagne? Comme on aime un peu l'ensemble des territoires, les Basques sont attachés comme ça à leur région, les Occitans, les Marseillais, les Corses, les Auvergnats, etc. Je trouve que ce sont des vraies régions, pas des fausses régions. On ne pouvait pas dire... moi, je suis donc né à Reims, qu'est-ce que c'est que Champagne, Ardennes, Alsace, Lorraine, tout ça. Oh là là, vous allez offusquer quand même des Champenois. Pas du tout. Ils pensent la plupart comme moi. On nous a imposé une capitale qui n'a absolument aucune envie d'être capitale, c'est Strasbourg, etc. Bon, donc vous voyez, tout ça, c'est des trucs un peu artificiels, des trucs de technocrates parisiens. Tandis que ces régions dont vous venez de parler, c'est des vraies régions qui ont toujours existé, avec souvent d'ailleurs, par rapport au pouvoir central, une rébellion. Enfin bon, ils en ont fait depuis les bonnets rouges, les Bretons. Et puis cette singularité, sont des gens qui sont très poètes, très très aventuriers, qui prennent la mer facilement, qui gagnent souvent des courses d'ailleurs, et qui vont partout dans le monde. Vous en parlez beaucoup. C'est une région très féminine, c'est-à-dire que vous le dites d'ailleurs que les femmes ont modernisé les villes bretonnes. Oui, parce que d'abord, tout ce qui était évidemment activité de pêche, c'était pas exercé par les femmes, mais donc elles devaient s'occuper de tout le reste, c'est-à-dire elles s'occupaient de la maison, de l'éducation, etc. Donc il y avait un vrai matriarcat. Et puis, moi, je sais pas, j'ai souvent regardé ces villes comme des villes féminines, que ce soit Rennes, Brest, Lorient, Quimper. Je leur trouve un côté qui me plaît beaucoup, une espèce de démarche aérienne. Voilà, c'est pour ça que je les ai jugées féminines. Et je me disais, est-ce qu'on parle beaucoup des langues aujourd'hui? Est-ce que finalement, les langues régionales, est-ce qu'on doit... aujourd'hui, les
les imposer ou à l'école ou les... Pour moi, on ne doit pas les imposer, mais on doit les pratiquer. Vous savez, il y a cette école Diwan qui existe en Bretagne depuis fort longtemps, où on apprend dès la maternelle et en breton et en français. Eh ben, figurez-vous que la première élève, il y a 40 ans, première élève sortie de l'école Diwan, elle est aujourd'hui professeure d'anglais. Ça veut dire que ça ne vous rétrécit pas du tout. Au contraire, ça vous élargit. Et plus vous apprenez de langue dès l'enfance, plus il y a une espèce de gymnastique qui, dans votre tête, fait que vous pouvez en apprendre plein d'autres. Ouais. Allez, dans un instant, des auditeurs qui vont vous poser en fait des questions qui pourront vous appeler sur à la fois la Bretagne, bien sûr, mais aussi peut-être votre regard sur le traitement de l'information aussi aujourd'hui avec l'accélération sur les réseaux sociaux. Il paraît qu'en Bretagne, il ne pleut que sur ceux qui le veulent bien. C'est ce que oui, vous dites. j'ai dit ça parce que Juliette Cartozon a dit qu'il ne pleut que sur les cons. Hein. Donc... Ou on dit qu'il ne pleut qu'une fois par jour. Restez là, il est 9h27, on revient dans un instant. Il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Voilà. À tout de suite. Ce matin avec Patrick Poivre d'Arvor, journaliste et critique littéraire, avec ce livre, La Bretagne au cœur. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, vous avez une espèce de vent marin qui vient vous caresser le visage. C'est aux éditions du Rocher. Oui, absolument. C'est un beau livre. Vous parlez aussi de grandes personnalités bretonnes. Hein, Kersozon, Bernard Hinault, François Pinault. Hein, vous dites, d'ailleurs, c'est vrai, sans doute le seul patron du CAC 40 qui sait abattre un arbre. Ah oui, il a démarré comme ça avec une petite entreprise de scierie de 4-5 personnes. Tout près du stade de la route de Lorient, où joue le FCRN. Voilà. Ouais, et on lui disait, mais tu vas pas réussir, tu vas te planter. Tu vas te planter. Et donc, il a réussi. Il a prouvé le contraire. Voilà. Il y a de belles émotions aussi sur votre fille, entre autres. Vos filles, entre autres. 0826 300 300, c'est Hervé. Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Hervé. Bienvenue. Bienvenue. Oui, bien sûr. Moi, je voulais aborder le problème de l'information. Alors, d'abord, c'est vrai que je suis historien, donc c'est pas tous les journalistes, si vous voulez, qu'il faut incriminer. Oui. Certains font très bien leur travail, en particulier quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Patrick Poivre d'Arvor. Je voulais lui rendre hommage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le 12 juillet de 1998, on est une petite équipe d'historiens. On a sorti sans fonds, sans personne pour nous aider. On a sorti une vraie revue d'histoire, et il a été le premier à nous présenter à la fin du journal, avant la demi-finale sur TF1. Donc je voulais le remercier. Bah alors oui, parce que le 12 juillet 98, parce qu'il se passait d'autres choses. En effet, c'était donc on était très flattés de juste avant vous vous rendez compte de la demi-finale. Et moi, alors je voulais revenir, si vous voulez, au sujet sur la défiance. Si vous voulez, sur la défiance des auditeurs vis-à-vis des journalistes. Alors, je pense que ça vient de la différence entre la réalité vécue et ce qui est très mal, voire pas du tout rapporté de la réalité. Pendant très longtemps, on a minimisé certains faits, comme par exemple les attentats islamistes. Il a fallu attendre 2015, et encore, je ne sais pas si c'est la date, pour que les hautes autorités de l'État, le président de la République, osent dire que ce sont des attentats islamistes et pas simplement terroristes. D'autre part, si vous voulez, on a quand même l'impression que un certain nombre de journalistes font plus de la militance, du militantisme que véritablement du journalisme. Par exemple, moi, on est en pleine élection américaine, et je me souviens quand même qu'en 2017, si vous voulez, manifestement, les journalistes étaient tous pour Hillary Clinton, et donc ils ont fait des analyses. Moi, j'ai zappé sur toutes les chaînes télé et radio, et je me suis rendu compte qu'en fait, manifestement, ils avaient pronostiqué la victoire d'Hillary Clinton. On sait ce qu'il est devenu après. D'autre part, j'ai entendu l'autre jour sur CNews, justement, un journaliste, je ne sais pas si je dois donner son nom, qui condamnait sans l'avoir lu, puisqu'il l'a révélé, sans l'avoir lu, l'article sur Obono, etc. Et donc, si vous voulez, on est, si vous voulez, désolé de voir que beaucoup de journalistes ne font pas vraiment le travail. On a l'impression qu'ils ne connaissent pas les sujets dont ils parlent. Patrick Poivre d'Arvor, mais restez avec nous, Hervé. Alors moi, ce que j'aime dans la question d'Hervé, c'est que d'abord, il fait la distinction entre les journalistes. Parce que quand on dit les médias, c'est comme quand on dit les boulangers, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'il y a une forme, je dirais, plutôt de paresse intellectuelle qui fait que un certain nombre de journalistes vont dans le courant dominant. Vous savez, ce qu'on appelle le mainstream. C'est moche parce que c'est anglo-saxon, mais ça veut dire, voilà, on dit comme ce qu'on entend autour de nous. Ou on dit comme pense la profession. On répète.
penser, voilà, c'est exactement le mot, répéter. Et on répète, on caquette, et donc finalement on n'apporte pas grand-chose. Alors que moi je préfère le vrai bon travail d'investigation. Vous avez le droit de pas aimer Trump, ça c'est le droit de chacun, et puis ça peut tout à fait se comprendre. Mais vous êtes obligé de dire, tiens, sur les résultats économiques, il a obtenu ça, sur le rapport avec la Chine, il a obtenu ça. En revanche, il est désastreux sur le climat, il est désastreux. Voilà, on peut dire des choses qui ne sont pas des choses globales, mais après enquête, et après travail surtout. C'est ça qui est un peu dommage. Est-ce que vous reprochez, Hervé, à des journalistes, à des médias, en fait, d'une façon générale, c'est peut-être de surfer un petit peu trop vite, quoi, d'aller sur... Non, mais sur certains sujets je connais, moi je suis historien, donc il y a deux choses que je connais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu, qu'ils ont lu simplement des résumés, d'ailleurs comme une partie malheureusement des élites aujourd'hui, dont font partie les médias, et donc comme ils n'ont pas une connaissance approfondie d'un sujet, oui, ils répètent, c'est-à-dire qu'on leur a donné en fait un dossier, ils répètent des choses. Alors donc c'est catastrophique parce que si vous voulez, on a toujours l'impression que qu'on recommence les mêmes débats, que c'est jamais terminé et qu'on n'a jamais vraiment les informations, c'est-à-dire de nous donner des faits bruts et des faits bruts, et d'autre part, si vous voulez, c'est vrai qu'on minimise un certain nombre de choses. Nous parlons de ce qui se passe dans les banlieues, les quartiers, etc. Alors on en parle, mais on n'en parle pas véritablement. Vous voyez, il n'y a pas véritablement d'enquête. On interroge et puis il n'y a pas de réflexion sur ces événements-là. C'est ça le problème. Et sans compter que les informations, souvent, on ne les a pas. Alors c'est ça le problème. Et les débats sont un peu faussés, quoi. C'est ce que vous voulez dire, quoi. Du coup. Oui, évidemment. Et est-ce que vous avez l'impression, Patrick Poivre d'Arvor, que finalement, aujourd'hui, peut-être quand même, qu'il y a des sujets qui émergent qui avant étaient un peu tabous dans les rédactions? Parce que ce que disait Hervé au début de son intervention, c'est qu'on a l'impression qu'il y avait du militantisme et que tout le monde était pour Hillary Clinton. Ça, c'était encore récemment. Ils se sont mis le doigt dans l'œil sur Hillary Clinton. Je me souviens très bien, moi je disais ce que je pensais, parce que je l'avais interviewée, elle, plusieurs fois. Et en effet, je la trouvais pas très, très empathique. Et je me disais, il y a un vrai problème. Tout le monde disait la même chose, sauf nos journalistes, et qui avaient tous sorti d'ailleurs des livres sur Hillary Clinton, et aucun évidemment sur Donald Trump. Sauf André Berkoff. Voilà, exactement. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai que le manque de culture, ou en tout cas de perspective, le fait de ne pas prendre suffisamment de recul, ça aboutit à des erreurs. Moi, je me souviens m'être fait écharper abondamment, alors que je présentais le journal de la Une en 2002, juste avant l'élection présidentielle, et on avait été attaqué par Julien Drey, je me souviens, un hiérarque socialiste important, mais aussi par un certain nombre de gens du gouvernement Jospin, en disant c'est à cause de vous, parce que vous avez parlé de faits divers ceci, vous avez parlé de tel ou tel drame. Eh bien, il fallait parler de ces drames. Ils existaient. Moi, quand un jour j'ai commencé à dire plus comme on le disait avant, on disait des jeunes gens, moi j'ai dit des individus. Bon, des individus, c'est vrai. C'était presque comme, alors qu'en fait, il s'agissait la plupart du temps de délinquants, et il n'y avait pas de raison de les traiter mieux que d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas basculé dans la culture du buzz ? Et bien sûr, alors c'est ça, deuxième problème, on est sur l'immédiateté. C'est-à-dire que, en effet, on n'a pas le temps de beaucoup bosser les sujets, donc on dit ce qu'on entend autour de soi, ça s'appelle le buzz. Et puis, on est aussi sur la culture du clash, il faut que les gens s'engueulent. Alors là, on reprend ça abondamment ad nauseum sur les chaînes de radio et de télévision. C'est pas satisfaisant, parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas que du clash. La vie, c'est aussi aujourd'hui, c'est du clic sur les réseaux sociaux. Pour dire j'aime, ce qui n'a aucun sens, pour dire mes amis pensent, faux amis, comme personne ne peut avoir 5000 amis. Parlez bien près du micro, Patrick. J'ai perdu l'habitude. Ça va revenir. Hervé. Et on a Charlie au téléphone au 0826 300 300 qui nous appelle de Rennes. Bonjour Charlie. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on vous écoute Charlie. Ok, vous m'entendez bien? Très bien, on vous entend. Très bien. C'est formidable. Je voulais réagir effectivement sur deux points là, qui me viennent en tête. On a parlé de la Bretagne et de Diwan. Moi, je suis de Rennes, je suis né à Rennes. Et j'avais une école d'Iwan à 60 mètres de chez moi. De ma jeunesse, je n'ai jamais croisé un copain bretonnant, ni même des amis de mes parents ou des voisins. Je n'ai jamais croisé un bretonnant.
Sauf à 15 ans, quand j'ai fait un tour de la Bretagne en vélo avec mes copains et qu'on a voulu planter la tente dans un champ. Et alors, c'était Finistère. Ouais. Et là, dans une ferme, on rentre dans la cour et puis on demande un bout de terrain et on nous a répondu en breton. Ouais. C'est la seule fois où j'ai entendu un breton. Voilà, parler en breton. Et j'ai pas l'impression que ça change aujourd'hui. Hein. Vous pouvez alors, de Rennes, oui, Patrick, justement, il faut en effet, selon les régions de Bretagne, par exemple à Rennes, en effet, on est dans ce qu'on appelle le pays gallo. Absolument. Et donc, dans le pays gallo, on n'a jamais parlé breton, ou presque jamais parlé breton. En revanche, dans le pays léonard, donc le Léon, dans le Trégor, dans la Cornouaille, ou dans le pays de Vannes, dans le pays de Vannes, on parle plus souvent. Mais bon, il faut dire la vérité, c'est que c'est quand même en recul depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant. Oui, voilà. Charlie, et continuez. Oui, deuxième remarque, vous vouliez faire ? Alors, je continue la première. À Rennes, on ne se sent pas breton. Hein. Enfin, moi, je me suis... Un petit peu quand même, non ? Pas bretonnant, quoi, c'est ça. La vraie Bretagne, c'est le bretonnant, c'est le pays de Léon, oui. Ouais, je le sens comme ça. Et alors, Nantes, encore moins. Pour moi, c'est pas des Bretons. Aïe, ça y est. Bon, d'accord, la guerre est déclenchée. La scission. Bon. Pour la même raison. Puis déjà, ils n'ont pas des toits en ardoise, donc ils ne peuvent pas se prétendre bretons, ces gens-là. Ça dépend. Au nord de Nantes, si. Au sud, non, vous passez effectivement aux Tuiles, mais au nord, vous avez quand même des ardoises, mon cher Charlie. Ouais. Enfin, si. La délimitation, c'est la loi. Écoutez, j'ai habité dans les deux villes, à Rennes et à Nantes. Et à Nantes, je peux vous dire que j'ai habité au nord de la Loire et au sud de la Loire. Et j'ai vu la différence, quoi. Charlie, est-ce qu'il faut un référendum ? Non, on arrête là-dessus. Merci en tout cas de nous avoir appelé 0826 300 300. Je vais revenir avec vous. J'allais parler de Jean-Pierre Pernaut, justement, le départ de Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que c'est la fin d'un journalisme atypique ? En tout cas, c'est la fin d'un journalisme singulier. Ouais. Moi, ce que j'aimais chez Jean-Pierre, il présentait un journal qui n'avait aucun rapport avec celui que je présentais quelques heures plus tard. On s'entendait très bien. On aurait été incapable d'interchanger nos présentations. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il avait fait un choix. Et ce choix, il a été ratifié par les téléspectateurs. C'est-à-dire que les gens voulaient qu'on parle de leur tradition, de leur village, d'une France un peu éternelle qui était souvent moquée, méprisée par les élites. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va disparaître ? J'espère que ça va réapparaître d'une autre manière, mais il ne faut pas avoir peur d'être différent des autres. Parce que si vous dites je vais ressembler aux autres, vous faites des trucs qui finalement, il ne faut pas s'étonner que les gens zappent quand ils regardent. Je pense qu'ils regardaient beaucoup nos journaux, que ce soit celui de Claire Chazal, le mien, et celui de Jean-Pierre, parce qu'ils savaient qu'il y avait une personnalité, qu'il y avait... C'était incarné, quoi. Oui, mais est-ce que c'est incarné encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on, quand on regarde les journaux... Sans doute. Moi, il se trouve que, je regarde pas, parce que c'est... Vous regardez plus de 20 mon choix. Oui, mon choix, comme ça... Et pourtant, ce sont des amis qui présentent pour la plupart d'entre eux, même des très bons amis. Simplement, je suis passé à autre chose, puis je ne veux pas être dans la comparaison, ni dans la rancœur, etc. Donc, ce que je vois, c'est quand même qu'il y a moins de... Peut-être qu'il faut davantage oser, il faut pas essayer de ressembler à la chaîne d'à côté, il ne faut pas se copier les uns les autres. Il y a peut-être de tout ça qui fait que finalement, les gens, il faut peut-être avoir plus d'accent, par exemple. Oui, alors Sud Radio, il n'y a pas assez d'accent. Sud, d'une manière générale. Déjà, oui, c'est vrai, d'une façon générale, sur l'ensemble des radios. Est-ce qu'on n'a pas déshumanisé, en général, la télévision ? On a beaucoup de formats, on a beaucoup... Avant, on pouvait avoir des référents en disant, moi, je suis plutôt un tel ou un tel. Aujourd'hui, on parle plutôt de format plutôt que d'humain. Oui. Alors, il faut expliquer le fait qu'évidemment, il y a plein... Avant, on disait les grands-messes. Les deux grands-messes, en gros, la une, la deux. Maintenant, comme il y a plein de chaînes d'information continue, il y a beaucoup plus de petites messes ou de moyennes messes de ci, de là. Donc, ça n'est pas gênant. Mais il y a aussi le fait qu'un grand nombre, sauf les émissions d'information,
d'émissions qui sont enregistrées maintenant, donc ça sent la boîte, comme on dit. On sent que c'est pas aussi ou coupé, donc on retire tout ce qui paraît trop lent, trop machin. Alors que le rythme de la vie, c'est pas ça. Le rythme de la vie, il y a de la lenteur et puis il y a des accélérations. Et si vous gardez plus que les accélérations, vous n'êtes pas sur le vrai rythme. Donc les gens, et puis quand on vous invente la télé-réalité, qui est tout sauf de la réalité, c'est sûr que les gens ils se disent c'est bidon cette télé, c'est pas un truc pour moi. Donc les gens se sentent peut-être moins en adéquation avec cette télévision-là. Oui. Et ils continuent à la regarder beaucoup. Regarder beaucoup. Mais les 20 heures, ça a quand même évidemment diminué nettement. Ça a diminué nettement parce que on s'informe autrement, différemment. Quoi, Mais parce que les gens sont souvent au courant à 20h de tout ce qu'ils vont voir dans le 20h. Alors que je me souviens que... on attendait, on ouvrait sa télévision pour savoir ce qui s'est passé dans la journée. Maintenant, vous le savez par vos alertes. Et du coup, ça change aussi la manière probablement de fabriquer l'information aujourd'hui. Si vous étiez encore à la tête du 20h, vous ne feriez plus ce que vous faisiez ou des sujets. Parce qu'il y avait beaucoup de sujets, en fait. Alors qu'aujourd'hui, on passe plus de temps sur des enquêtes ou pas. Oui, sans doute que Qu'est-ce que vous apporteriez, vous? Et qui manque encore? Non, mais si, c'est intéressant de connaître votre regard. De conseils à des gens qui sont royalement bien équipés pour ça, d'une part. Et puis ensuite, la seule chose que je leur dirais, c'est quand même, à un moment donné, faire attention à la nausée du téléspectateur, notamment sur certains sujets. Si vous ne parlez que d'une manière anxiogène, que du Covid, par exemple, ça fait 8 mois que ça dure, c'est pas bon, parce que les gens regarderont, d'accord, il y a une part de fascination, mais il y a aussi une part de répulsion. Donc les gens vont à ces sujets en se disant, mais puis si nous parlait d'autres choses quand même, parlons d'autres choses, et surtout qu'il se passe plein d'autres choses dans le monde, suffisamment graves pour qu'on en parle. Pour qu'on passe à d'autres sujets. De jolies choses à dire sur la Bretagne, par exemple. La Bretagne au cœur, aux éditions du Rocher, avec Patrick Poivre d'Arvor. Merci d'avoir été avec nous, Patrick. Merci, Cécile. Et puis on attend le prochain livre sur le Sud, peut-être. Peut-être. Vous avez déjà un autre le des romans. Le bassin d'Arcachon, peut-être. Non, mais j'ai toujours des tas d'idées. Tas de livres. Il y a un métier, en fait. Est-ce que là, vous dites, il y a un métier vraiment que j'aurais voulu faire et finalement là aujourd'hui je peux peut-être plus le faire parce que c'est un peu trop tard, mais quand même navigateur, non, peut-être pas. Non, j'avais pas le talent. J'ai fait parce que vous racontez beaucoup d'histoires de Saint-Malo là, c'était dur, c'était pas à mon niveau. Bon, j'ai réussi à la. Il sait même pas nager, c'est pour vous dire. Je plaisante. Un autre métier, non, au départ, je voulais, comme souvent les petits enfants, je voulais être médecin, et puis après j'ai voulu être diplomate écrivain. Bon, j'ai réussi à être écrivain, donc c'est très bien. Non, ce métier. Vous le faites avec diplomatie, c'est ça qui est bien. Oui, voilà. Mais ce métier, le journalisme, il est tellement formidable. Il nous permet d'embrasser tellement d'horizons divers que vraiment, je ne regrette pas une seconde. Embrassons avec des mesures barrières aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça s'appelle La Bretagne au cœur, aux éditions du Rocher. Lisez-le, parce que c'est plein d'émotions. Absolument. Alors, on a parlé en fait d'une région. On va prendre quelques distances. On va aller un petit peu plus loin. On va parler des Arméniens de France qui manifestent ce soir à 18h devant l'Assemblée nationale, parce que vous savez, il y a cette guerre qui a été déclenchée au Haut-Karabakh. Et nous serons avec un représentant, le coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, qui organise cette manifestation ce soir. Il sera avec nous jusqu'à 10h. Vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300 avant de retrouver Valérie Expert dans un quart d'heure et Dédé Berkoff, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure en parlant de Trump. Et restez avec nous, 9h47. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.